Salut, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kamal et pourquoi et comment vous devriez quitter le cloud. Alors la question est un peu provocatrice, exprès, à dessein, mais on va essayer de comprendre un peu pourquoi et l'idée qu'il y a derrière. Rapidement, je me présente, je m'appelle Guillaume Bridet, vous pouvez me retrouver partout sur internet avec ce arrobase. Voilà, ça fait 10 ans et quelques, un peu plus, que je fais du web, principalement du Rails. N'hésitez pas à venir papoter si vous me connaissez pas, et sinon, bah voilà, je fais pas mal de contributions open source à droite à gauche, donc bah c'est cool. Avant de commencer, ça va être une rapide introduction. L'idée, c'est pas de rentrer en détail sur le fonctionnement de Kamal, c'est vraiment de pas non plus faire un rapport détaillé sur ce que c'est une infrastructure, tout ça. C'est vraiment une rapide introduction de ce qu'est Kamal, pourquoi ça existe, comment ça marche, rapidement. Et on va essayer de se poser les questions de un peu plus business. C'est pas non plus une silver bullet, il y en a pas, ça n'existe pas. Si quelqu'un vous dit, moi, le cloud, ça répond à toutes mes questions, Kamal répond à toutes mes questions, à toutes mes problématiques, c'est faux, il y en a pas, ça dépend de votre contexte. Je connais pas votre contexte, donc adaptez en fonction de ce que vous avez. Je vais faire énormément de hot takes dans ce talk, mais du coup, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant et adaptez en fonction de ce que vous avez. Et comme je disais, c'est pas une démo technique, on va quasiment pas rentrer dans le code. Il y a énormément de presse qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, bah voilà, si vous veniez pour un truc hyper technique sur le fonctionnement interne de Kamal, désolé, ça sera pas là. Du coup, on va revenir un peu dans le passé, on va essayer de remettre un peu de contexte historique de pourquoi Kamal existe, pourquoi on en est arrivé là, pourquoi le cloud existe de manière générale. Moi, de mon temps, donc en 2007, Amazon sort les instances EC2. Alors, je ne sais pas si vous avez connu le début de ça, mais c'est que en 2007 et seulement 2 ans après, ce qui est une prouesse technique. Heroku était en bêta. C'est quand même fou parce qu'en 2009, on rappelle, on est sur l'iPhone 3GS, Internet est assez enfin l'Internet qu'on connaît actuel est assez balbutiement. Et en 2013 seulement, Docker sort. Pareil, donc 2013, hein, la 4G n'existait pas en France. Elle est arrivée en 2012, mais réellement la 4G n'existait pas vraiment. Donc voilà, pour rappeler un peu le contexte de, ça fait moins d'une dizaine d'années, enfin une grosse dizaine d'années à peu près que voilà, ces problématiques d'architecture, d'instance se posent. Et Vercel en 2015, mais c'est un détail. Avant de continuer sur ce talk et sur pourquoi Kamal existe, je voudrais rapidement rappeler ce que c'est les IaaS versus les PaaS, parce qu'en fait là, quand je vais parler de cloud, je vais surtout parler des PaaS et on va voir un peu la différence entre les deux. Mais déjà, est-ce que ça vous parle ces mots-là? IaaS, PaaS, vite fait. Ouais, je vois des têtes qui bougent, c'est cool. Du coup, un IaaS, globalement, ça va être EC2, ça va être des gens qui vont vous mettre à disposition un Linux. Vous avez globalement rien à faire. Dès que vous cliquez sur je veux un IaaS, vous avez un Linux à disposition, incroyable. Et vous n'avez pas besoin d'acheter la machine, vous n'avez pas besoin d'acheter le CPU, la RAM ou n'importe quoi. Si ça prend feu, comme on l'a connu chez un hébergeur français il y a quelques années, c'est pas votre problème. Plus ou moins pas votre problème. Et un pass, on pousse ça à l'extrême. C'est voilà mon code, démerdez-vous, vous le déployez où vous voulez, comme vous voulez. Et voilà. Et le on-site, c'est vous mettez un ordinateur dans votre cave et vous amenez le réseau, Internet, l'électricité et vous faites tout à la main. Mais du coup, nous, on va surtout se concentrer sur les YAS et les passes pour voir à peu près ce qui se passe. Avant d'aller plus loin, c'est quoi la différence entre les passes et les YAS? Généralement, je vois toujours deux teams. La team full YAS, en mode c'est incroyable, c'est le monde merveilleux des bisounours où la vie est belle. Et YAS, c'est un cauchemar, c'est vraiment la porte d'entrée de l'enfer, où vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis, dans des lignes de commande, c'est une catastrophe. Mais du coup, qu'est-ce que les deux proposent et du coup, pourquoi Kamal, dans quelle idée Kamal s'est créé? Les features des passes, généralement, ce qu'on voit, c'est que juste ça marche. C'est-à-dire que vous allez sur Heroku, vous créez un compte, boum, votre app est en prod, vous êtes successful de ouf. C'est incroyable. Et surtout, c'est fiable. Ça, on l'entend partout, pareil, dans à peu près n'importe quelle conversation autour de la machine à café. C'est fiable, ça marche tout le temps. Surtout, c'est facile. Moi, je veux juste monter mon petit business. En fait, voilà, je viens de pitcher mon projet auprès d'investisseurs. En fait, mon app est déjà en prod et surtout, c'est performant, incroyable. Ça scale tout seul, on y reviendra surtout, important. Imaginons que Macron annonce à la télé que je vais être responsable de la gestion des vaccins pour le Covid. En fait, c'est performant, ça va scale tout seul, insane. La vie est belle. Et encore une fois, c'est scalable de fou. Et surtout, argument qu'on voit surtout au début des projets, des petites boîtes, même des plus grosses boîtes potentiellement, c'est qu'on n'a pas besoin de DevOps. En fait, le DevOps, il est chez potentiellement Amazon, il est chez Heroku, il est chez qui vous voulez. En tout cas, il n'est pas chez moi, j'ai pas à m'en occuper. Moins de ressources RH, moins tout ça, tout le monde est content. Et les IaaS, à l'inverse, oulala, déjà c'est compliqué. Vous vous rendez compte, on va devoir installer Ubuntu à la main, catastrophe, et surtout c'est pas fiable. Comment
un terminal que je gère moi-même va pouvoir être fiable, bah en vrai c'est impossible. Et surtout c'est pas sécurisé. L'argument qu'on m'a toujours dit depuis 10 ans en mode bah, ne déploie surtout pas tes apps tout seul, c'est que imagine il y a une faille de sécurité. Comment tu vas faire pour être responsable des données s'il y a une fuite? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Argument aussi, bah, qu'on voit un peu moins, mais c'est lent. Parce que justement, je vais devoir tout faire à la main. Est-ce que ton Nginx est bien configuré pile poil comme il faut? Bah, c'est lent en vrai par rapport à un Heroku qui auto-scale, incroyable. Et vous allez voir pourquoi je vous dis tout ça, parce qu'il y a il y a une suite un peu rigolote. Et surtout, c'est pas scalable. Pareil, imaginons Macron lundi matin, salut, vous allez être responsable des vaccins. Comment je fais pour déployer 42 nouvelles machines en 1 heure? Bah, je peux pas. Imaginons que je passe sur M6 dans je ne sais quelle émission, et ben pareil, je vais pas pouvoir scale mon application, attention. Donc ça, c'est un gros problème. Et voilà, c'est un peu dans cette philosophie, dans cet état d'esprit, encore aujourd'hui en 2024, que Kamal a été présenté il y a quelques années maintenant. Et la question qu'on va se poser surtout, c'est comment est-ce qu'on va déployer notre application? Parce que imaginons que j'ai ma machine, comment je déploie sur mon application? Comme d'hab, la headline qu'on voit sur les sites, c'est que quand on déploie sur un pass, bah, il n'y a quasiment rien à faire. Je fais un git push et la vie est belle. Mon application est auto-scalée sur les internets mondiaux. Donc, trop bien. Par contre, sur un IaaS, attention, il va falloir mettre en place énormément de choses. Par exemple, sécuriser son serveur. Catastrophe, impossible. Il va falloir installer Nginx tout seul, installer Postgres, le maintenir, le mettre à jour potentiellement, vérifier que les backups sont bien faits, ce genre de choses. Pareil pour Redis, toutes les dépendances que ces packages ont besoin. Va falloir, et c'est le plus dur, trouver un moyen de déployer son application. Parce que, pareil, là je fais git push, on voit les logs et ça se déploie. Mais imaginons que je vous mette à disposition un Linux, ok? Vous savez faire un Rails en local. Est-ce que vous savez faire la même chose sur une prod? C'est pas pareil et c'est beaucoup plus dur. Maintenir un serveur, on verra que c'est, je pense, un faux problème. Et ainsi de suite, il y a énormément de choses à faire. Historiquement, comme ce problème date pas d'hier, date de même plusieurs années maintenant, comment on déploie sur un IaaS, historiquement, surtout sur Rails? Bah, la gemme la plus connue, peut-être que vous l'avez testé, c'est évidemment Capistrano. Capistrano va en gros faire le lien entre bah, vous vous êtes débrouillé, vous avez réussi comme un grand à installer votre Linux chez OVH par exemple, peu importe. Capistrano va prendre votre code source sur GitHub et se débrouiller pour le mettre bah, sur votre prod tout simplement. Mais ça reste que des commandes SSH qui sont envoyées à la main et du coup, bah, courage à vous pour le faire. Il y a quand même des outils, historiquement, même dans d'autres communautés, par exemple Forge, qui a été créé. Donc Forge, en gros, c'est un service, c'est surtout pour Laravel, c'est même que pour Laravel, je crois. L'idée, c'est quoi? C'est que vous lui donnez une liste d'adresses IP, vous lui dites cette IP sert à ça, et lui, il va faire ce qu'on n'a pas envie de faire, tout ce que je vous ai dit avant. Il va sécuriser le serveur, installer Nginx, installer Postgres, et ainsi de suite. Et en gros, vous donnez les scripts d'installation de votre serveur, vous les déléguez à une boîte, donc Forge en l'occurrence. Mais voilà, et il y a la même chose pour Rails avec Hatchbox, peut-être que vous connaissez. Mais en gros, voilà, c'est un compromis entre les PaaS et les IaaS, et en gros, bah, c'est auto-managé, mais un peu, ça reste quand même votre responsabilité, c'est votre serveur, vos trucs à vous. Ce qu'il ne faut pas oublier avant de continuer, c'est que les passes ne sont qu'une partie du puzzle. Tout le monde qui a déployé une application, bah, vous savez que c'est pas parce que vous avez un Heroku qui est K-pop que bah, votre app elle est production ready. Il y a énormément de choses à mettre en place en parallèle des passes. Par exemple, les offset backups. Bah, par exemple, chez Heroku, il y en a, mais potentiellement, ils sont que aux États-Unis, donc bah, vous allez devoir potentiellement les mettre en Europe. Vous allez devoir gérer les mails, le scaling de l'ADB, qui n'est pas automatique ou presque chez la plupart des passes. Vous allez devoir mettre en place des CDN, en général. Vous allez devoir avoir une gestion centralisée de vos logs, plus ou moins, par exemple avec des services comme Datadog, ce genre de choses. Donc pareil pour les APM. Et bah, pour la gestion des fichiers, ça n'existe pas sur les passes. Vous allez devoir mettre en place des outils comme S3 ou équivalent. Donc en fait, le pass n'est qu'une petite partie du puzzle. Mais du coup, c'est quand même, en général, ce dont on discute le plus. C'est quand même la partie centrale, c'est ce que les gens tapent quand ils vont sur votre URL. Donc, voilà, c'est quand même important de le rappeler, et du coup, c'est cool. Comment on déploie sur un IaaS, du coup? Eh ben, spoiler alert, vous voyez venir en mille, c'est pas si compliqué que ça. C'est un peu l'idée reçue que j'ai envie de détruire, comme je fais à chaque fois. Comme Rails est lent, bah, déployer sur un... Enfin, il y a cette image que Rails est lent. Bah, les IaaS ont un peu cette image que c'est dur de déployer sur un IaaS. Donc on va voir un truc, c'est que déjà on n'est plus en 2007. Je pense que cette idée reçue de c'est difficile de déployer sur un IaaS date d'il y a très longtemps, où l'informatique ressemblait pas vraiment à ce que ça ressemble aujourd'hui. Et bah, les outils ont changé. Maintenant, Docker, par exemple, on y reviendra après, fait énormément de choses tout seul. Systemctl a des mécanismes pour reboot tout seul, par exemple, ce genre de choses. Donc en vrai, c'est devenu excessivement fiable. Il n'y a même pas beaucoup de raisons que ça soit moins fiable
qu'un pass, parce qu'au final, un pass n'est qu'une interface, on y reviendra après, euh, sur un IaaS. Du coup, bah, ça marche très bien. Et en fait, il n'y a pas de raison particulière que ça soit beaucoup plus compliqué. Vous utilisez tous les jours un terminal, probablement, si vous êtes développeur ici. Bah, en fait, le terminal est le même sur votre Mac que sur Linux. Et il y a deux, trois choses à faire, mais la plupart des choses sont automatiques. Et en vrai, bah, ça, c'est plutôt cool. Donc je pense qu'il faut un peu enlever cette idée reçue de c'est compliqué, de la même manière que Rails n'est pas lent. C'est une légende d'il y a fort longtemps. Et du coup, ça marche pas. Mais quel était le réel game changer, je pense, ces dernières années? Ça a été bah, l'essor énorme de Docker, évidemment. Et c'est ce sur quoi Kamal est basé, on y reviendra après. Mais Docker, la headline, pour ceux qui ont peut-être connu ça au tout début, c'était si ça marche en local, ça marche en prod. Si vous arrivez à builder votre image en local, bah, vous arriverez à lancer cette image n'importe où. Si Docker est installé, ça marchera n'importe où sur Internet. Et ça, c'était un peu la headline et un peu la promesse de Docker, dans le sens où, par exemple, Nginx, bah, on a tous un peu sué en essayant de mettre à jour Nginx sur un IaaS en 2013, 14, 15 et ainsi de suite. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop le résultat que ça va avoir. Est-ce que ça va péter mes dépendances? Est-ce que si je mets à jour Nginx, ça va casser Postgres? Est-ce que si je mets à jour Redis, ça va péter je ne sais quoi d'autre? Et en fait, bah, là, avec Docker, c'est isolé, c'est containerisé. On a quand même la plupart des problèmes, on les a plus. Et bah, ça, c'est quand même plutôt agréable. Et ça a été une révolution. Et Kamal, évidemment, est basé là-dessus. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce que ça nous permet? Bah, déjà, dans la liste qu'on a vue tout à l'heure, il reste plus grand-chose à gérer, déjà, grâce à Docker. Il va falloir toujours sécuriser son serveur, évidemment. Il va falloir toujours trouver un moyen de déployer son application et maintenir son serveur, mais pareil, on va y revenir, c'est, je pense, un faux problème. Mais en tout cas, tout ce qui est réellement compliqué à faire, grâce à Docker, ou presque, bah, on n'a quasiment plus ces problèmes-là. Et je dis quasiment, on y reviendra. Mais du coup, sécuriser son serveur, c'est un peu l'épée Damoclès qu'on a tous au-dessus de notre tête. C'est ce qu'on entend toujours en mode surtout ne fais pas ça parce que tu ne sécurises pas ton serveur. Mais en fait, c'est pas si compliqué de sécuriser un serveur. Globalement, déjà, si vous enlevez la connexion en password en SSH, globalement, vous enlevez quasiment tous vos problèmes. Parce qu'en fait, bah, vous enlevez toutes les attaques, ou presque la plupart des attaques. Si vous mettez un pare-feu, pareil, avec UFW par exemple, bah, vous avez quasiment plus aucun problème non plus. Vous avez que 3 ports ouverts, ou que 2 ports ouverts, 80 et 443 par exemple, ou plus si vous faites des WebSockets, ce genre de choses. Mais vous avez quasiment plus aucune attaque possible, en tout cas par là, ou presque. Si vous voulez éviter les attaques par brute force, vous pouvez installer Fail to Ban. Pareil, la plupart des bots, bah, vous allez pouvoir les enlever. Vous allez même pouvoir régionaliser l'accès à votre site, par exemple, ou à certains serveurs. Et surtout, le plus important, je pense, c'est le package que peut-être vous connaissez, Unattended Upgrades, c'est imprononçable, qui permet de mettre à jour vos packages en tâche de fond. Donc pareil, dès qu'il y a une faille de sécurité, même Day One, s'il y a un patch qui est disponible, bah, il va l'installer en tâche de fond tout seul pour vous, et votre serveur sera à jour sera juste à jour tout le temps et sécurisé. D'ailleurs, c'est ce que DHH, pour ceux qui ont vu la Rails World, c'est ce que DHH a présenté à la Rails World. Bah, en fait, avec 4 lignes de commande, enfin avec 4 commandes, bah, vous avez quasiment un serveur sécurisé automatiquement. Et en fait, il suffit de lancer ces commandes-là et normalement, vous êtes à peu près safe. De la même manière que quand vous commandez quelque chose sur Heroku, une instance sur Heroku, il n'y a pas beaucoup de raisons que les DevOps d'Heroku lancent beaucoup plus de commandes que ce qu'on vient d'expliquer. Parce qu'en fait, l'informatique est le même pour tout le monde et globalement, bah, il n'y a pas 1 milliard de choses à faire. Mais si vous avez la flemme de le faire, ce qui est mon cas, j'ai créé un playbook Ansible. Donc je fais ma petite pub, mais en gros l'idée c'est que plutôt que de lancer ces 5 commandes sur chacun de vos serveurs, imaginons que vous ayez plusieurs serveurs, l'avantage c'est que vous pouvez lister toutes vos adresses IP comme on a vu avec Forge et tout ça. Vous lancez la commande Ansible Playbook machin, et en fait ça va appliquer ce que je viens de dire sur tous vos serveurs sans avoir rien à faire. En parallèle, donc vous pouvez aller lancer la commande, vous mettez vos adresses IP. Si vous y avez accès en SSH, vous allez vous faire un café, vous revenez, vous avez un firewall, les upgrades automatiques, pas de password en SSH classique, et votre serveur est globalement prêt à l'emploi. Et ça, il faut une commande, donc en fait, c'est globalement très très simple. Ce que je pense, moi, des passes de manière générale, c'est que c'est surtout, et c'est un peu le but, une UI pour les IaaS, avec un markup en plus. Pareil, je reprends la blague de la Rails World, mais en gros, c'est juste une UI sur des IaaS. Il n'y a pas de raison que ça soit très différent. Il n'y a pas de magie derrière. L'autoscaling, on en parlera, mais enfin, je vais y revenir rapidement, mais il n'y a pas de magie derrière les IaaS. C'est pas quelque chose qui est ancien, c'est pas quelque chose qui est de l'époque. C'est complètement d'actualité, et vos passes comme Vercel, ils boot up juste des instances EC2 à la chaîne. Et du coup, je pense qu'il y a énormément de marketing autour des passes qui vous font croire que déployer, c'est dur.
attendez, vous êtes en train de monter un business, vous n'allez pas quand même en plus déployer votre application vous-même. Et je pense qu'il y a énormément de marketing autour de ça, et je pense qu'il faut un peu se le sortir de la tête. Et je pense que les passes en jouent énormément. Et voilà, je pense qu'il faudrait un peu s'enlever cette idée reçue de la tête, de manière générale. Les passes sont aussi fiables que les YAS. Encore une fois, c'est la même technologie dessous. Il n'y a pas de raison que ça soit magiquement moins fiable. D'ailleurs, on l'a vu avec Heroku. Si des gens déploient avec Heroku, récemment, il y a eu énormément de problèmes sur Heroku. Pourtant, c'est un pass. Et encore une fois, il n'y a pas de magie. C'est juste quelqu'un peut-être qui a lancé une mauvaise commande ou que Amazon a pris feu à ce moment-là. Donc en fait, il n'y a pas de raison particulière que votre YAS soit moins performant. De la même manière, je ne sais pas si vous avez déployé. Personnellement, j'ai des serveurs sur des machines depuis plusieurs années. J'y ai jamais touché à part pour faire les upgrades classiques. Et en fait, ça s'éteint jamais, ça marche parfaitement bien. Il n'y a aucune raison que ça s'éteigne, en fait, particulièrement. Et les passes sont aussi performants que les YAS de manière générale, parce qu'en fait, encore une fois, c'est la même technologie. Pour l'anecdote un peu rigolote, je voulais mettre à jour Camel 1 vers Camel 2 sur un de mes serveurs que j'avais oublié son existence plus ou moins, parce que ça me coûte 2 euros par mois, je crois, quelque chose comme ça, 2-3 euros par mois. Et en fait, je l'avais laissé allumer pendant 330 jours. Et en fait, j'avais un uptime de 100% sur cette machine-là. Alors, je sais pas si vous voyez bien en fond, mais en gros, toutes les upgrades ont été faits par Unattended Upgrades. J'avais juste oublié son existence. Ça a été en prod tout le temps. J'ai jamais touché. J'aurais dû le reboot pour les problèmes de sécurité potentiels sur le kernel, mais en fait, je l'ai pas fait et tout va très bien. En fait, j'ai juste oublié son existence. Donc, ce serveur génère pas d'argent, mais bon, en final, ça marche. J'ai pas besoin de toucher. J'ai pas besoin de tous les matins d'aller vérifier si mon serveur est en prod ou pas. Ensuite, la scalabilité. Ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps, surtout quand vous faites des apéros avec des start-upers, ce genre de choses. Mais attendez, vous vous rendez pas compte. Moi, là, ce qu'on veut faire, c'est exploser à la fin de l'année. C'est faire une levée de fonds. Je vais avoir des problèmes de scalabilité. Déjà, je pense pas. Je pense que c'est un mensonge, parce que quand vous êtes en early stage d'une boîte, les problèmes de scalabilité sont inexistants. Vous passez de 10 utilisateurs à 100, waouh, incroyable. Mais en fait, en connexion par seconde, c'est globalement invisible. Et même si vous devenez vraiment successful, par exemple, on l'a vu avec Penny Lane qui était là, il me racontait la dernière fois qu'ils arrivent seulement maintenant, aujourd'hui, avec ce qu'ils sont devenus, à 1000 connexions en moyenne par seconde. Mais ça reste petit, entre guillemets. Donc c'est énorme évidemment, mais par rapport à un Shopify, ce genre de choses, c'est minuscule. Mais vous n'avez pas ces problèmes-là. On n'a pas ces problèmes de riches là, ou presque. Et il n'y a pas Macron qui vous a dit que vous allez être responsable des vaccins un lundi matin. Donc en fait, vous n'avez pas de problème de scalabilité ou presque. Je pense que c'est un faux problème. C'est un chapeau de paille, un homme de paille, je ne sais pas comment on dit. Parce que déjà, la première chose à voir avec la scalabilité, c'est que votre croissance va être très probablement linéaire. Sauf au début, mais sur des valeurs si petites qu'on s'en fout. Mais globalement, elle va être linéaire. Pourquoi ? Parce que ça dépend énormément des actions que vous allez mettre en place. Et à quel point vous faites du SEO, à quel point vous faites du marketing, à quel point vous avez communiqué à l'extérieur. Mais de manière générale, vous pouvez à peu près anticiper la croissance que vous allez avoir. Même si vous savez que vous allez passer sur M6, c'est anticipable. Tout est anticipable. Il n'y a pas besoin d'avoir un auto-scaling de fou. Vous n'êtes pas Uber, vous n'êtes pas Airbnb, vous n'êtes pas ce genre de choses. Et même eux, ils ont parlé dans un podcast, je ne sais plus quand, ils peuvent à peu près anticiper leur scalabilité, ils connaissent la saisonnalité de leur connexion, ce genre de choses. Donc en fait, tout va bien. Et de toute façon, ce que je dis tout le temps, ou presque à chaque fois que je fais une conférence, 9 startups sur 10 vont couler avant de devenir profitables, successful, je ne sais pas comment dire en français. Donc en fait, je pense que c'est un faux problème, vous n'aurez jamais de problème de scalabilité avant que votre boîte devienne un successful. Et je pense, encore une fois, que l'autoscaling est un problème, c'est une solution à un problème qui n'existe pas. Pourquoi vous avez besoin d'autoscaling ? Parce qu'en fait, on veut réduire au maximum les coûts des serveurs chez Heroku, parce que c'est tellement cher qu'en fait, on veut avoir le minimum de conteneurs possible chez Heroku. Et du coup, l'autoscaling permet de pop des conteneurs que au besoin. Mais en fait, si vos YAS sont 100 fois moins chers que votre pass, qu'est-ce que vous en avez à faire que d'avoir de l'autoscaling ? Vous mettez les machines les plus puissantes que vous avez. Ça vous coûtera probablement 100 fois moins cher que l'autoscaling d'Heroku. Et la vie est belle. D'ailleurs, encore une fois, David en a parlé à la Rails World. Donc là, ça, c'est les prix actuels d'Heroku. Donc pour 1 cœur et 2 threads et seulement 2,5 Go de RAM, ça coûte $250 par mois. Vraiment, on dirait les prix de 2009, donc c'est lunaire. Pour la même chose chez, là en l'occurrence, Hetzner, mais ça peut être n'importe lequel à peu près. Pour $30 de moins, vous avez 100 fois la puissance. C'est bon ? On est à l'aise avec ça ? C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver avec une boîte qui va faire 256 Go de RAM. Avant de saturer ça, même avec votre startup successful dans les 2 premières années de sa vie, ça n'arrivera jamais. En fait, vous n'arriverez jamais à saturer cette boîte-là, cet ordinateur-là. Donc en fait, pourquoi ne pas le faire ? L'autoscaling est une fausse solution à un faux problème qui n'existe pas. Et c'est dans ce contexte-là
C'est parce que justement les passes sont très très chères, peut-être trop chères, et qu'ils apportent potentiellement pas énormément de valeur, potentiellement, parce que pareil, je vais nuancer après. C'est dans ce contexte-là que Basecamp a introduit Camel. Donc là, je vais vous parler particulièrement de Camel 2, mais en vrai, c'est la même idée. Donc comme je disais, c'est basé sur Docker. Évidemment, avec tout ce qu'on vient de voir, ce serait dommage de ne pas le faire. Ça n'aurait pas de sens de ne pas le faire. Et de la même manière que Heroku, c'est juste un conteneur Docker qui est run par quelqu'un d'autre sur une instance EC2, mais ça reste du Docker classique. Le petit tip, c'est que les SSL sont inclus, donc ça veut dire que vous avez du HTTPS par défaut. C'est fully transparent, ça j'aime beaucoup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez lancer une commande Camel, vous allez voir toutes les commandes qui sont exécutées. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe chez Heroku, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe chez n'importe quel hébergeur ou presque, vous ne savez pas ce qui se passe. Sur Camel, vous voyez les commandes. Il lance Docker, run, poète. Il lance tout ça pour vous. Vous n'êtes pas dépendant d'un service. Vous voyez exactement ce qu'il fait. Et en plus, c'est open source, évidemment. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, Camel, c'est un peu le Capistrano de l'époque, mais moderne. C'est-à-dire que son seul but dans la vie, techniquement, il n'y a rien sur Camel. C'est juste un truc qui va lancer des commandes pour vous. Et en fait, vous pourriez le faire à la main, mais évidemment, on ne va pas faire ça. Mais du coup, voilà, c'est vraiment littéralement comme si c'était juste Capistrano. Ça marche partout, évidemment. Vous pouvez avoir plusieurs hébergeurs en parallèle. Vous êtes dépendant de personnes. Moi, mon retour d'expérience après 1 an et quelques maintenant sur Camel, j'ai déployé en production sur Camel dans la 0.1 ou 2, je sais plus. Juste, ça marche. Il n'y a aucune raison que ça marche pas, comme je disais. Entre le moment où je veux un nouveau serveur et le moment où j'arrive à déployer, grâce à mon playbook Ansible et à Camel de manière générale, ça me prend environ 10 minutes. Ok, avec de l'expérience sur Docker et tout ça, mais ça me prend environ 10 minutes entre le moment où je clique sur acheter et entre le moment où mon application est disponible sur machin.com. Donc en fait, c'est rapide. Je suis jamais dans le besoin de l'autoscaling à 10 minutes près, même à 1 heure près, ça n'arrive jamais. Personne n'a besoin, pas beaucoup de gens au moins ont besoin d'autoscaling si rapidement. Et en fait, ça ne m'empêche pas d'utiliser tous les services de cloud qui existent déjà. Ça ne m'empêche pas d'utiliser S3, au contraire, je m'en sers à fond. Ça ne m'empêche pas d'utiliser des services de CDN, des services de mail, des services d'autres choses. C'est vraiment juste le compute que je change parce que ça me coûte énormément moins cher. Et surtout, je peux mutualiser. Je peux acheter un gros serveur, par exemple celui de Hetzner, et mettre toutes mes apps dessus. Et globalement, je peux mutualiser des coûts comme ça, c'est plutôt cool. J'ai fait un article, si ça vous intéresse, sur mon blog, sur comment scale et déployer son application avec Camel. Donc là, je rentre plus dans le détail technique. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, c'est cool. Et j'ai fait une série d'articles, même, si vous voulez voir. Je l'ai fait en Ruby, en Rails, évidemment, et en Laravel. Donc en fait, ça marche avec tout. Si vous arrivez à packager votre app dans un conteneur Docker, vous arriverez à la mettre en production avec Camel parce que c'est exactement la même chose. Ma petite conclusion, après tout ça, c'est que de loin, Camel, après avoir testé pas mal de choses, dont Doku, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est actuellement la meilleure solution au pass. Pourquoi? Parce que Doku, il faut l'installer, il faut l'entretenir, ce genre de choses. Camel, c'est vraiment presque du bar métal, vous êtes connecté à la machine quasiment en direct, et c'est la meilleure alternative dans le sens où, en termes de smoothitude, avec le reverse proxy qu'ils ont fait et ce genre de choses, c'est quand même assez exceptionnel comme expérience. En tout cas, moi, je trouve ça cool. J'ai testé quasiment tous les pass providers et en vrai, là, je suis très satisfait. Et pareil pour l'anecdote, Basecamp a annoncé qu'en 2 ans, ils avaient économisé 9 millions de dollars. Donc même si je sais pas, si votre infrastructure vous coûte 100 millions, là, potentiellement, vous en économisez 10. Et je pense que c'est plus intéressant d'économiser 10 millions pour le mettre dans de la R&D. D'ailleurs, A.com n'existe que parce qu'ils ont économisé des sous sur ce genre de choses. Peut-être que c'est plus intéressant de mettre 10 millions dans des ingénieurs, même dans du cash, hein, c'est cool d'avoir de l'argent. Du coup, potentiellement, ne pas donner de l'argent pleine balle à Amazon, c'est cool. C'est beaucoup plus simple que vous pensez. Ça, c'est un peu ce que j'espère vous faire retenir. C'est que de la même manière que Rails n'est pas lent, déployer vous-même sur un pass, enfin sur un YAS du coup, à la main, c'est pas compliqué. Il y a vraiment cette idée reçue des années 2010 dans ces eaux-là. C'est vraiment pas compliqué et je vous incite tous à tester. Vraiment, là, prenez une app random, même un Rails New, essayez de la déployer. Vous serez surpris à quel point la puissance des ordinateurs d'aujourd'hui n'a aucun sens par rapport à leur prix. On n'est plus en 2009. Les ordinateurs sont devenus surpuissants pour les besoins qu'on en a, surtout pour déployer du Rails et du Laravel et ce genre de choses. Donc voilà, je vous incite de ouf à tester parce que c'est cool. Et voilà, globalement, je crois que j'ai rien oublié. Toutes les slides sont disponibles ici, à vie, sur cette URL. Donc voilà. Merci.
Bah, merci pour ton talk. J'ai un peu testé Doku et est-ce que tu peux juste rentrer un peu plus dans le détail des différences avec Kamal? Alors, en gros, Doku va simuler un Heroku, pour faire court, mais ça va être à vous de maintenir Doku entre guillemets. C'est-à-dire que vous allez installer une app qui va déployer des apps pour vous. Là, l'idée, c'est qu'on enlève cette partie intermédiaire et bah, on déploie des conteneurs directement sur la machine. Donc, la comparaison s'arrête là, je pense, mais en gros, c'est vraiment comment prendre une VM et mettre directement des conteneurs dessus. Vraiment, il faut le voir plus en comparaison de Capistrano versus Kamal que Kamal versus Doku. Doku est plus proche d'un Heroku. Donc les deux technologies sont très bien, même les clouds sont très bien, mais c'est juste, voilà, c'est très proche. Mais je pense que ça n'a pas la même finalité. Donc si par exemple tu as besoin de faire, je sais pas, j'ai pas trop d'exemples là, j'avoue, comme ça à chaud, mais les deux se tiennent la route. Mais je pense que Kamal a beaucoup plus cette philosophie de c'est par les devs pour les devs, là où Doku va être avec une interface, ce genre de choses, quoi. Merci beaucoup pour ton talk. Moi aussi, je crois beaucoup en Kamal et j'ai deux questions. Mm. La première, c'est est-ce que tu penses que Kamal est adapté pour, par exemple, faire un truc qui s'appelle la Feature Instance, où je vais pouvoir, par exemple, popper une version de mon application sur une branche donnée, qui est un truc qu'on regarde beaucoup, notamment sur AWS, qui est simple à faire. Est-ce que Kamal pourrait permettre de le faire? Et la deuxième question, c'est comme tu as l'air d'être super chaud en Kamal, c'est quoi les features que tu attends le plus dans les prochaines versions de l'outil? Merci pour ta question. Alors, je pense que tu parles des feature branch. Sur GitHub, il y avait ça. Pour l'instant, sur Kamal, par défaut, ça n'existe pas. Parce que c'est pas pris en charge de manière générale. Il y a des initiatives, je sais pas comment on dit, sur GitHub, on les voit dans les fils de discussion ou sur Twitter, de gens qui ont réussi à le mettre en place sur Kamal. Personnellement, j'en ai jamais eu besoin. Je l'avais fait à l'époque, bah, évidemment, sur Heroku, comme la plupart des gens. Mais pour l'instant, c'est pas par défaut. J'avoue que ce serait trop trop cool que ça arrive. Ça pose d'autres problèmes. Par exemple, bah, imaginons que je te pop une feature branche sur ta branche. Ok, mais je mets quelle base de données, je branche, comment je branche la base de données, laquelle je branche. Comment tu gères les migrations, ce genre de choses. Ça, même les passes n'ont pas répondu à ces questions-là. Donc ça, ce serait trop cool. Et pour la suite de Kamal, j'avoue que ça, ce serait bien. Et je voudrais bien que ça soit parfois plus smooth, parce qu'il y a quand même encore, comme sur Heroku et ce genre de choses, des petits trucs qui sont un peu frustrants de bah, pourquoi ça n'a pas déployé. Le rapport d'erreur, par exemple, il est pas toujours clair. Enfin, en tout cas, quand tu ne connais pas Docker, c'est pas très clair. Donc ça, je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Après, bah, globalement, c'est pas une technologie qui a pour vocation de faire le café et plus, parce que globalement, comme Capistrano en fait, Capistrano est une application finie, je pense. Il n'y a pas un milliard de features qui ont besoin d'être développées dessus, donc voilà. On dirait que je suis au marketing de Kamal, là, en mode... mais pas du tout.